CP? Ah, ça enregistre. OK, très bien. Bon, alors on va commencer. Ouais. On va commencer maintenant, ça marche. Je vous dis, je vais être trop là, éventuellement. Bon. Essayez, si c'est possible, d'être avec vos microphones fermés. Ce que je propose, c'est qu'on laisse du temps à la fin pour les intervenants. Il y a beaucoup de gens qui auront sûrement des choses à dire. Alors, mais que pendant que je fasse mon petit exposé, qu'il n'y ait pas trop de bruit de fond, ça serait bien. Et voilà. Bon, alors, je fais votre... Joël, juste Sylvie est arrivée. D'accord. Attends, Tsipi, אני לא יכול לעשות screen sharing. תחזרי לי את ההוסט. או שתתני לי אפשרות לעשות screen sharing. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde. נראה לטפל בזה, אוקיי? אני לא יכול לעשות. אוקיי, תודה. אוקיי. Rose, tu enregistres? Oui, c'est enregistré, Sylvie. Rose, tu enregistres? Oui. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez le plein écran maintenant? Oui. Oui, on voit très bien. Okay. Sylvie, c'est pas moi qui enregistre, c'est Joël qui enregistre. C'est enregistré. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. תהפוך את זה לעמוד שלם, שיש עכשיו בלי השקופית הבאה. אז איך עושים את זה? על מה אני לוחץ? אני לא מכיר את הדבר הזה. תעזוב את זה. לא, אני רוצה שזה יהיה על עמוד שלם. איך עושים את זה? ציפי, את לא יודעת איך עושים את זה? זה פאורפוינט או מה זה? כן, זה פאורפוינט. למה? אני לא מכיר את התצוגה הזאת. תצא אתה בכאילו... אוקיי. עכשיו, תלך למטה. כן, זה מה שעשיתי, ציפי, זה מה שעשיתי. למטה שמאל? כן, כן, זה מה שעשיתי. לוחץ על הלא נכון, אוקיי. טוב, אז אנחנו נעשה ככה. זה חבל, אבל... הכנתי לכם תצוגות. למה זה לא עושה את זה? תלחץ על מה שנראה כמו הכוס יין. אני יודע, אני מכיר את זה. על המסך למטה. יש גם תמונה של מסך. Voilà, c'est bon? Oui. C'est bon? Ok. Bon. Oui, très bien. Alors voilà. Alors, en fait, ce dont on va parler maintenant, c'est une sorte de petit résumé d'une recherche que j'ai commencée il y a plusieurs années, peut-être avec l'intention d'écrire quelque chose en fin de recherche. Et je pense que peut-être la raison pour laquelle, excusez-moi, la raison pour laquelle j'ai entrepris cette recherche, c'est parce que mes grands-parents ont été pour nous, en tant qu'enfants de maman, des personnages très, très importants dans notre enfance, dans notre existence. On en a entendu beaucoup parler. Et plus on a commencé un peu à apprendre leurs faits, leurs gestes, leurs actes, leurs écrits, on a compris qu'il s'agissait de personnes exceptionnelles. Et j'ai pensé
peut-être appeler ce livre, si un jour il doit paraître, Nifkadim Nochokim en évrite, ce qui signifie qu'il y a un double sens. Nochokim, c'est présent. Nifkadim, ça peut avoir un double sens. Le premier sens, c'est le sens d'être à l'appel. Quand il y a un appel, ils répondent présent. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant toute leur vie. Ils ont répondu présent à l'appel. Et c'est un autre sens. Nifkadim, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas là. C'est un sens inverse. Nifkad, c'est quelqu'un qui a disparu. Il a disparu, mais il est présent. Et je pense que c'est un peu l'idée, c'est que bien qu'ils aient disparu, bien que nous, en tant que petits-enfants, nous ne les ayons jamais connus personnellement, ils ont toujours été très présents. Ils ont toujours représenté pour nous des symboles, presque des icônes. Encore une des choses qui, je crois, est exceptionnelle autour de leur histoire, c'est la quantité incroyable de documents que nous avons sur eux, à la fois du fait que c'était une famille, c'était des familles relativement aisées, donc qui avaient déjà accès à la photographie de manière facile. Et donc nous avons énormément de photographies d'eux, et aussi parce que ce sont devenus des personnes publiques, des gens connus. Et de ce fait, nous avons beaucoup d'articles qui ont été écrits sur eux à l'époque, ou écrits par eux à l'époque. Nous avons beaucoup de recherches historiques qui ont été faites après la Shoah sur eux, des livres qui ont été écrits. Et nous avons une correspondance extrêmement importante, que ce soit une correspondance de fonction ou une correspondance personnelle. Et nous avons des témoignages, et ça je crois que c'est quand même quelque chose de très rare. Nous avons des témoignages presque au long de toute leur vie de contemporains, y compris des témoignages personnels de leurs derniers moments, et du fait qu'ils étaient connus. Et donc que les gens ont fait attention à eux-mêmes, même dans les camps. Et en plus de ça, bien entendu, nous avons le témoignage vivant de notre maman, qui est aussi quelque chose d'important et d'essentiel, qui donne encore une facette, une fille sensible, mûre, très mûre, et qui a entendu et ressenti beaucoup de choses. Et donc, bien entendu, son témoignage sera important pour notre discussion. Et alors voilà, quand Rose m'a proposé de prendre la parole, alors je lui ai dit, je pense que je vais avoir besoin de plus d'une soirée. Je pense que même si on avait 10 soirées, ça ne suffirait pas. Mais enfin bon, j'ai plus ou moins, donc le plan de nos rencontres, de nos 3 rencontres, ça va être ce soir, en première partie, on va parler un peu des racines, d'où ils viennent, et de leur croissance, de leur épanouissement dans leur jeunesse. Je voudrais donner, et jusqu'à leur rencontre et leur mariage, et ça sera en fait la fin de ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais donner beaucoup de place à la voie qu'ils ont choisie, parce que je pense que c'est une dimension essentielle pour comprendre ce qui se passe par la suite. Quelles étaient leurs idées, quelle était leur idéologie, comment est-ce qu'ils ont vu leur rôle dans l'existence et dans le monde. Et ce sont des choses en fait qui ont déjà commencé très tôt à la maison de chacun et ensuite dans leurs années d'études et d'adolescence
et de début de vie adulte. La deuxième rencontre sera autour de l'activité du couple de René et Simone. Ah, encore une fois, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est que il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur René Hirschler, beaucoup moins sur Simone, et plus on voit et plus on regarde les éléments qu'on a, on voit qu'en particulier dans la période de la fonction rabbinique de René, et bien sûr pendant la Shoah, ils ont été vraiment une équipe soudée qui a travaillé ensemble sans arrêt. Et donc, il est important de les citer et de les raconter ensemble. Donc, la deuxième partie sera sur l'histoire d'un jeune rabbin et de sa compagne en France à la veille de la Shoah. Et comme je vais l'expliquer par la suite, je pense qu'on peut dire que les deux côtés de leur action à ce moment-là ont été une sorte de lutte pour l'identité juive, qui était à la fois un combat contre l'antisémitisme et une lutte contre l'assimilation. La troisième rencontre sera sur la Shoah et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont subi pendant la Shoah, et en particulier comment est-ce qu'on peut voir leur qualité de charisme, d'organisation, de courage et d'abnégation. Alors, ce que je propose, c'est qu'on laisse du temps à la fin donc pour les remarques, pour les interventions. Et je vais parler, j'espère que ça prendra peut-être un peu moins d'une heure. Et ensuite, on aura le temps pour tous ceux qui veulent de prendre la parole. Voilà, alors je commence. Comme introduction, ah oui, encore un mot important, très important. Nous sommes ensemble avec la famille Sommer. Et nous allons voir qu'en fait, la famille Liber-Sommer a une place très importante dans ce qui va suivre, presque à toutes les époques. Et ils ont aussi, la famille Sommer a bien entendu une place très importante dans la suite de l'histoire après la guerre, puisqu'en fait, ils ont été la plaque tournante, ce qui a permis en fait la rencontre de papa et maman, puisqu'en fait, ils connaissaient les deux côtés, ils connaissaient les deux côtés et c'est eux qui ont été finalement le lien et qui ont permis la rencontre de nos parents. Donc la famille Sommer a une importance très grande et on est très très heureux d'être avec vous et d'évoquer ces souvenirs avec vous. Et je voudrais donner la parole en tant qu'introduction à votre papa, à Robert Sommer, qui a su écrire les lignes, à mon avis, les plus émouvantes sur eux deux comme introduction. Alors, donc, je vais lire quelques textes pendant notre entretien. Je lis donc quelques lignes qu'a écrit oncle Robert Sommer donc sur son ami René. Il était grand, il était beau, il était distingué, séduisant, charmeur, intelligent et instruit, travailleur, ingénieux, ferme dans ses principes, souple dans la vie quotidienne, il savait présenter notre doctrine sous les formes les plus propres à emporter l'adhésion. Rien de ce qui est juif ne lui était étranger. Il était aussi doué pour l'action religieuse que pour le travail social, pour la parole que pour l'esprit. Il savait mener de front son travail clandestin dans la résistance et les tâches officielles de grand rabbin du Bas-Rhin et d'aumônier général des camps d'internement. Et à propos de Simone, une grande jeune fille mince, fine, un visage d'un ovale parfaitement pur, un regard profondément intelligent, un sourire d'une joliesse exquise, une distinction de grande dame, une éducation raffinée. Elle écrivait de manière délicieuse, un style fluide et limpide. Elle parlait aussi bien qu'elle écrivait, et je n'oublierai jamais la magnifique conférence qu'elle fit à Shema Israël en décembre 1936 à Paris. Elle avait pris pour sujet féminisme et judaïsme. Et elle concluait « La doctrine juive n'est pas féminine s'il s'agit de faire des femmes d'autres hommes.
Elle est féministe quand elle défend la cohésion de la famille, la dignité de la mère et qu'elle assigne à la femme un rôle éminent dans la société. Encore une chose qui n'est pas tellement connue et qu'en fait, celui qui m'a mis sur la voie, c'est encore une fois oncle Robert Sommer dans la même plaquette dont ont été tirées les lignes précédentes. Les deux, et René et Simone, ont eu des écrits prémonitoires, si on peut dire. Des écrits où l'on sent une sorte d'identification aux personnages qu'ils décrivent. Et les personnages qu'ils décrivent, c'est des personnages de martyrs. Alors, je voudrais lire le premier extrait, qui est un poème de René Hirschler sur Rabbi Amnon de Mayence, qui est une histoire de celui qui est donc qui a écrit le Netané Tokef. Voilà ce qu'il écrit. Il parle donc de Rabbi Amnon au moment où il agonise sous la torture du Seigneur. Le Juif gisant à terre, l'œil hagard. Le Seigneur le terrasse du regard. Le Juif va parler, ses yeux sont de flamme. Il murmure, bénis Dieu, ô mon âme. Pour sa foi, Amnon a souffert supplice. C'est aujourd'hui le grand jour de justice. Il est autant puissant qu'il va mourir. Son corps reste calme, près de périr. Sa voix se réveille. Frères, mes frères, trêve à vos larmes. Toujours Israël est en alarme. Dieu jugera, notre Dieu est puissant. Chantez-le donc, que ma mort soit un chant. Et cependant que le martyr chantait, l'ange de la mort surpris l'écoutait. Un mot, le dernier, emporta son âme. Amnon avait vécu telle une flamme. Et je crois que nous tous pouvons remplacer la dernière ligne et lire « René avait vécu telle une flamme ». Et quand nous évoquerons ces derniers moments, et le témoignage de ces derniers moments, je pense que nous pourrons revoir ce texte et voir comme ce texte, en fait, est une sorte de prémonition. Il y a j'ai cherché un texte sur Simone, que Simone a écrit et qui peut aussi être vu comme une prémonition. Et je l'ai trouvé dans un des contes dont on parlera après, un des contes pour enfants qu'elle a écrit. Elle parle des exilés juifs qui quittent Jérusalem pour aller en exil à Babylone. Et je pense que sans beaucoup d'imagination, on peut lire les impressions des Juifs qui ont été enfermés dans les wagons de déportation et qui sont arrivés sur la rampe d'Auschwitz. Aussitôt faits prisonniers, ils avaient été rassemblés dans une sombre prison de la tour Antonia, entassés, maltraités, privés de tout, souffrant dans leur âme comme dans leur corps, incertains de l'avenir. Beaucoup de ces malheureux périrent. Les autres priaient et pleuraient, suppliant Dieu de mettre à terme à leur douleur. Un jour enfin, la porte de leur prison s'ouvrit. La foule qui s'était massée à l'extérieur assista à un sombre spectacle. Escortés par des légionnaires aux brillantes armures, des hommes s'avançaient en chancelant, hâves et décharnés, couverts de lambeaux. Ils protégeaient de la lumière du jour leurs yeux fatigués et rougis par les larmes. Les soldats donnaient de grands coups dans le dos de leurs prisonniers, lançant des injures à ceux que leur lassitude faisait trébucher sur les pierres du chemin. Commençons à parler des racines, de leurs racines. En compulsant les sources, les écrits, ce qu'ils ont dit, et en voyant leur vie, il faut voir les idées maîtresses qui les ont animés. Parce qu'on se pose vraiment la question, comment est-ce que des gens comme ça ont réussi à être des phares dans l'obscurité.
avec quelle énergie, avec quelle foi. Et c'est ça dont je voudrais parler maintenant. Et nous nous aiderons pour essayer de comprendre leurs idées de textes qui ont été écrits par la suite, qu'ils ont écrits par la suite. Et ça nous permettra d'aborder l'histoire de leur vie avec une meilleure compréhension qui explique leur action et leur réaction. Simone et René sont des enfants de l'émancipation. Et l'émancipation des Juifs commence en France par un décret de l'Assemblée constituante, enfin je ne sais pas, peut-être que je me trompe, ce n'était pas la constituante en 1791, qui donne des droits de citoyens aux Juifs. Et c'est la première fois dans le monde où les Juifs reçoivent des droits de citoyens. Après ça, la terreur interdit tout culte religieux et des chrétiens et des Juifs. Il faut attendre Napoléon en 1806 qui va rétablir les droits de culte des chrétiens et des Juifs. Et en fait, je crois que l'émancipation, cette révolution de l'émancipation est en fait une sorte de libération, une sorte de délivrance, une sorte de Géoula, comme on dirait nous. C'est-à-dire c'est presque un phénomène messianique pour ces Juifs qui ont été pendant des siècles asservis, rejetés, marginalisés dans la société. C'est une sorte de miracle. Et du fait de ce miracle, nous allons voir que va se développer chez les Juifs une reconnaissance pour la France, une reconnaissance pour les idées de la France, qui est presque une reconnaissance religieuse. Et ça, on verra ça très fort dans les écrits de René. Mais je pense qu'il reflète en ça toute une époque et toute une génération. Nous avons connu ça beaucoup, bien entendu, dans la famille Sommer. Et peut-être que ces quelques diapos nous aideront peut-être à comprendre un peu mieux aussi leur attitude, bien que nous ayons eu souvent un peu nous l'avons vu ça un tout petit peu avec commisération quelquefois, cette attitude, avec peut-être un peu de sourire. Nous avons peut-être un peu souri, mais quand on étudie ça, on comprend peut-être mieux l'idée qu'il y avait derrière. L'émancipation amène avec elle deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'assimilation. Assimilation à tel point qu'un juif peut être officier supérieur de l'armée. Mais cette assimilation fait naître un antisémitisme d'un nouveau genre, qui est un antisémitisme qui voit des juifs partout, du fait que les juifs ne sont plus reconnaissables comme ils étaient avant, et qui prend forme la plus extrême pendant l'affaire Dreyfus, où on accuse de manière mensongère le colonel Dreyfus. Et il y a donc deux forces avec lesquelles les Juifs doivent réagir. Et là, ceux qui veulent être juifs, pour qui c'est important d'être juif, il y a un courant très fort d'assimilationnisme de la part de la société française, de la République, du fait qu'elle a donné l'émancipation. Et d'un autre côté, il y a un courant d'antisémitisme. Cet événement qui est décrit là se passe en 1885, c'est-à-dire 10 ans exactement avant que naissent René et Robert Sommer, René Hirschler et Robert Sommer, qui sont nés en 1905. Cet événement, bien entendu, est un événement très traumatique
pour le judaïsme français, comme il est traumatique pour la France tout entière. Il remet en cause l'appartenance des Juifs à la société qui avait été si chèrement acquise par la Révolution. Il est évident aussi donc que la formation des idées de René Hirschler et de sa génération sont influencées par ce traumatisme. Le besoin d'être reconnu en tant que citoyen à part entière va être aussi une sorte d'impôt qu'il va falloir payer sans arrêt à cause de ce traumatisme. Et donc, je propose comme thèse pour la suite de la compréhension de leurs racines et de leur idéologie, de dire que l'émancipation, c'est le principe de base. Ils sont à la fois juifs et français. Mais l'émancipation entraîne l'assimilation et entraîne l'antisémitisme sous une nouvelle forme. Et les juifs en général, et les juifs qui se battent pour l'identité juive, comme nous verrons René, Simone et d'autres, vont être en fait pris entre trois grands axes d'action. Un, c'est le patriotisme, et ce n'est pas un patriotisme qui vient pour se faire bien voir, ce n'est pas une manière de se faire accepter, c'est un patriotisme qui est très profond, à cause de la loyauté et de la reconnaissance dont on a parlé avant. Deuxièmement, c'est la lutte contre l'assimilation. Nous allons voir que c'est une des choses qui va vraiment diriger l'action de René Hirschler en tant que rabbin avant la guerre. Le combat contre l'antisémitisme qui va relever la tête pendant les années 30 sous l'influence de ce qui se passe en Allemagne va être de plus en plus important, va prendre plusieurs formes et des formes d'action de publicisme et des formes quelquefois, ça va aller jusqu'à des recours en justice. Et ça va aussi être canalisé dans beaucoup d'œuvres de bienfaisance et de sauvetage des réfugiés allemands, des réfugiés juifs allemands qui vont affluer en Alsace en général et à Mulhouse en particulier. Commençons par juifs et français. Qu'est-ce que ça veut dire être juif et français? Jusqu'où ça va être juif et français à leur époque? Pour ça, René a un exemple devant lui, et c'est son père. Son père, Raoul Hirschler, est une personnalité à part entière. Il est ministre officiant dans différentes communautés. Il se fixe à Marseille. Et il est très actif sur les deux axes dont on a parlé. Il est aussi publiciste. Il écrit des articles dans la presse contre Drummond, par exemple, le fameux antisémitisme, et au moment de l'affaire Dreyfus. Et en plus de ça, il a bien entendu une activité d'identité culturelle et cultuelle. Il traduit il édite un dictionnaire de français et judéo-provençal. Et il publie des almanachs religieux. Et bien entendu, il est ministre officiant, donc en fait, ce qu'on appellerait aujourd'hui un rabbin de communauté à Marseille, à la grande synagogue de Marseille. Raoul fait encore autre chose. Raoul se porte volontaire en 1914, alors qu'il a 50 ans. Il se porte volontaire et s'engage comme aumônier d'un régiment d'infanterie. On le voit ici dans son uniforme d'aumônier à Pessard, je crois que dans l'est de la France, sur le front. Il est ici avec quelques poilus juifs. Et ils vont préparer le Seder, ils vont passer le Seder avec cette famille qui est une famille juive de l'Est, dans un village de l'Est.
Et le voilà dans son uniforme d'aumônier avec les décorations pour ses actes d'héroïsme de chevalier de la Légion d'honneur. Remarquez les tapes de la loi. Les tapes de la loi qui sont portées avec honneur et gloire sur l'uniforme français. Voilà, c'est ça être juif et français. C'est le patriotisme qui est prêt à aller jusqu'au bout, mais on se bat pour la France, on est prêt à se sacrifier pour la France, et d'un autre côté, on est juif dans l'armée. Et je ne suis pas sûr, il me semble que j'ai raté une image importante, où on voit un aumônier juif qui vient aider un blessé, un mourant français, des soldats français. Et le soldat français est chrétien, et l'aumônier juif lui présente la croix avant qu'il meure, à sa demande. C'est ça être aumônier juif dans l'armée française. C'est une volonté de porter aide à tout soldat, peu importe sa foi, et une sorte de communauté de pères, une communauté de soldats qui transcende les différences de religion. Et Raoul a été blessé gravement à la fin de la guerre en portant aide à un blessé. Il a été électrocuté par une ligne électrique qui était tombée. Il ne se remettra jamais. En fait, il mourra de ses blessures en 1923. Mais je crois qu'il n'est pas difficile d'imaginer qu'il a été un modèle pour René, à la fois dans son action civile, dans sa lutte pour la place du juif dans la société française, pour sa lutte pour la pérennité du judaïsme religieux et pour sa dévotion et son sacrifice pour sa patrie. D'ailleurs, quand on compare la photo de René, quand René est mobilisé au début de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, difficile de ne pas voir la ressemblance. Également l'étape de la loi en tant qu'aumônier militaire sur l'uniforme. Et je crois aussi une sorte de grande satisfaction et de fierté de porter l'uniforme français, d'être rabbin et aumônier de l'armée française. Qu'est-ce que dit René sur la France? Quel est le rapport de René avec la France, avec l'idée de la France? C'est un sermon prononcé par René le 14 juillet 1929, c'est-à-dire au début de ses fonctions de rabbin à Mulhouse, 140e anniversaire de la Révolution française. Mais lorsque cette patrie, c'est la France de l'idéal, c'est moi qui ai souligné, la France de l'idéal avec un grand I. Je ne puis m'empêcher de ne pas voir plus qu'une reconnaissance. Mon sentiment s'explique mal. La théorie ne me suffit plus. C'est un besoin impérieux qui me domine. Je me sens français comme je me sens juif. J'appartiens à ma patrie comme j'appartiens à Dieu dont elle émane. Je crois qu'il y a en fait un discours qui est un discours qu'on n'a pas souvent l'occasion d'appréhender. C'est pas qu'il y a une double allégeance entre mon appartenance à la religion et ma citoyenneté, c'est plus que ça. Ma patrie émane de Dieu. La France est une sorte d'émissaire de Dieu dans le monde, puisqu'elle a été la libératrice des Juifs. Donc en fait, l'appartenance à l'idéal français, c'est plus qu'une reconnaissance citoyenne
à la terre d'accueil, c'est un acte de foi religieuse. Je crois que c'est un texte important à ce niveau-là. Je voudrais encore apporter quelques textes dans la même veine. Le prochain texte, c'est un texte qui a été écrit comme préface au calendrier de l'année 5703, c'est-à-dire pendant la guerre. Il a écrit chaque année des préfaces au calendrier qui ont été éditées, donc qui ont été publiées pour les Juifs, les communautés réfugiées en France. Courage donc et patience, la France notre mère, Israël notre père, avec l'aide de Dieu se relèveront de leur misère. Dieu veuille nous permettre de participer à leur relèvement au cours des jours qui viennent. Je reviens donc sur l'expression « la France notre mère, Israël notre père ». Encore une fois, il s'agit d'une relation familiale complète. Il y a une union, une sorte d'union conjugale, naturelle et sainte, dirait-on, entre la France et Israël. C'est-à-dire qu'Israël Israël, notre père, n'a pas d'autre femme. Sa femme, c'est la France. D'ailleurs, au début du XXe siècle, il y avait un dicton qui disait que chaque juif dans le monde a deux patries, le pays où il habite et la France. C'est-à-dire que la France, en fait, c'est une sorte de terre promise pour les juifs. C'est quelque chose qui est peut-être une sorte de terre d'Israël à la place de la terre d'Israël. Encore un aspect de cette union, de cette connexion entre l'attachement à la France et le judaïsme. C'est une homélie, un discours ou une lettre qui a été écrite par René à ses fidèles dispersés de Strasbourg et du Bas-Rhin, dans le sud de la France, puisque les communautés alsaciennes, enfin toute l'Alsace a été évacuée au début de la guerre. Rentré au sein de la France, nous nous souvenons de la parole du président Poincaré dans notre synagogue de Strasbourg. Donc là, il évoque quand, en 1918, l'Alsace est revenue à la France. Et donc, vraisemblablement, le président de la République est venu parler à la synagogue de Strasbourg. Et voilà ce qu'il avait dit. Il avait rejeté le mot de tolérance, il avait parlé de fraternité. Donc, encore une fois, nous sommes frères avec les Français, puisque nos parents sont Israël et la France. Notre existence avait retrouvé ces deux buts, cela même que nos pères avaient prescrit pour mot d'ordre au judaïsme français, religion et patrie. Mais en vérité, avons-nous donné comme nous le devions, dans toute notre mesure? Avons-nous servi autant que nous le devions? La question pourrait se comprendre comme étant, est-ce que nous avons avons-nous été de bons citoyens? Est-ce que nous avons été suffisamment loyaux avec notre patrie? C'est comme ça qu'on pourrait comprendre. Mais regardez bien la suite. J'en atteste, la mémoire de nos pères et de nos fils qui, au cours des 3 guerres au moins, ont donné leur sang au pays. Non, ce n'est pas cela qui est en cause. Mais à l'égal de tous nos frères français, n'avons-nous pas trop souvent sacrifié aux divinités du jour? N'avons-nous pas trop souvent oublié l'esprit pour la matière? Vous qui fréquentez assidûment et avec amour nos synagogues, dites combien de bancs étaient vides, et ceci donnait la mesure de cela. Je crois que René dit quelque chose de très, très intéressant. La loyauté à la France, être loyal à la France, c'est être loyal à son judaïsme. Puisque la France est la mère du judaïsme, puisque la France, disons, est mariée avec le judaïsme, donc si l'enfant trahit son père, il trahit sa mère. Je crois que c'est aussi un texte, à mon avis, qui ouvre en fait une nouvelle perspective sur cette philosophie et qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe par la suite
en fait, le combat pour le judaïsme, c'est un combat pour la France, et le combat pour la France, c'est un combat pour le judaïsme. Bien entendu, nous avons beaucoup plus d'écrits de René sur René. Nous avons moins d'écrits de Simone. Mais comme nous le verrons, Simone et René, c'est une entité. Simone était, comme nous le verrons, la disciple de René. Et elle a vécu et elle a évolué dans des milieux relativement proches. Et donc, son attitude était vraisemblablement très proche de celle de René. J'ai trouvé une petite allusion dans une lettre qu'elle a écrite, encore une fois, à Robert Sommer en mai 40, c'est-à-dire au moment où les armées allemandes déferlent sur la France et qu'elle est réfugiée à Nantes avec les enfants pendant que René est mobilisé dans les chasseurs alpins et que Robert est mobilisé, si je ne me trompe pas, il garde des tunnels dans la région parisienne. Il mène entre Simone, quand elle est à Nantes, Simone mène une correspondance très proche avec Robert et Paulette. Et donc, j'ai trouvé dans une de ses lettres, elle s'adresse à Robert et lui dit « Vous savez, la France est quelque chose de magnifique et on doit avoir en sa destinée une foi absolue. » Je crois que dans ces quelques mots, nous voyons un reflet des idées de René. Une foi absolue, c'est quelque chose qu'on emploie en général pour Dieu. Mais non, la France, c'est aussi quelque chose de presque divin. C'est un idéal absolument surhumain. Et donc, l'amour et la dévotion pour la France, c'est quelque chose qui est partagé par les deux. Donc, une fois qu'on a compris ça, nous allons donc voir les deux axes qui vont en fait diriger l'action de René et Simone pendant leur vie, en particulier pendant leur première période quand ils sont en poste de rabbin à Mulhouse. Et l'un, c'est la lutte contre l'assimilation, et le deuxième, donc, c'est le combat contre l'antisémitisme. Comment est-ce que René voit ces deux axes de travail? Alors, nous avons un petit mot, un tout petit truc qui a été écrit par René dans l'Univers israélite en 1935. Il dit « À mon sens, le judaïsme est au moins aussi intéressant que l'antisémitisme. » C'est-à-dire que je comprends que, quand je lis ça, que les Juifs s'occupent surtout de l'antisémitisme. Mais lui, il veut privilégier l'autre axe. Dans mon échelle des valeurs, en premier lieu, j'inscris judaïsme, et bien après, lutte contre l'antisémitisme. C'est-à-dire que l'affirmation du judaïsme pour René est un acte positif. Ce n'est pas un acte négatif, c'est essentiellement un acte positif. D'amplifier les connaissances, la pratique et l'amour du judaïsme, bien avant la lutte contre l'antisémitisme. Ça a été écrit en 1935, il n'est pas impossible que par la suite, peut-être contre son gré, l'ordre des priorités a changé, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il a été formé, et c'était son plan d'action en tant que dirigeant de communauté. Et il y a quelque chose, encore une petite allusion à ça que je n'ai pas mis dans l'exposé. On verra tout de suite qu'ils ont fondé un journal, une revue qui s'appelait Kadima. Et Kadima était à l'origine un organe de presse des communautés de l'Est de la France.
Mais après quelques années, ils ont élargi la diffusion de Kadima à la France tout entière. Et à partir de ce moment-là, ça a été appelé journal pour la religion et la défense du judaïsme. Donc on voit que ces deux axes-là sont très, très primordiaux tout au long de leur vie. Comment est-ce que René se voit par rapport aux autres courants du judaïsme qui sont concurrents à son courant à lui, qui est un judaïsme du juif dans la nation, et qui est un judaïsme qui est influencé par son maître, dont on reparlera, le rabbin Liber, à l'école rabbinique, et qui est influencé plus dans le temps par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et qui parle de Torah Derech Eretz, c'est-à-dire la conciliation de la Torah, du respect de la Torah, de l'étude de la Torah avec dans la vie moderne. Et ça, c'est le courant de René. C'est un courant qui mitige, qui rassemble, qui réunit les idéologies qui pourraient être des idéologies contraires. Et c'est un courant qui est un courant de réunion, disons. Comment est-ce qu'il voit les différents courants autour de lui, les autres courants? Il dit, dans l'univers israélite en 1938, le judaïsme a perdu ses masses. Non pas que les fils de juifs aient cessé tous de se fermer des juifs. 3 ou 4 générations ne sauraient suffire à briser toujours l'élan acquis au cours des siècles. Mais le judaïsme parmi nous n'est plus guère chose vécue. L'action juive n'apparaît plus aujourd'hui que dans la lutte contre l'antisémitisme, œuvre nécessaire mais négative. C'est-à-dire, il voit que les juifs sont déjudaïsés, mais ils sont mobilisés. Ils sont mobilisés pour deux idéaux. Un, la lutte contre l'antisémitisme, que comme il souligne avec raison, c'est un travail négatif, un travail d'opposition. Et d'un autre côté, le sionisme, qu'il écrit, et dans le travail d'un judaïsme national, œuvre nécessaire encore, constructive même, essentiellement vivante, mais qui trop souvent mutile le judaïsme en séparant ses valeurs spirituelles et pratiques de ses valeurs sociales, culturelles et historiques. C'est-à-dire qu'il voit le sionisme comme quelque chose de positif, d'actif, de vivant, mais qui a tendance à nier sa source religieuse. Donc, entre ces deux, il va être en fait une sorte de pont entre ces courants. Il va devoir répondre par ses actions et par ses écrits à ces courants. Le dernier texte que je veux vous faire voir, c'est donc un sermon de Rosh Hashanah en 1929, c'est au début, sans doute l'un de ses premiers sermons à la synagogue de Mulhouse, sur ce que c'est que l'identité juive, se sentir juif aux yeux de René. Il faut que pour nos enfants, ce qui n'est chez nous que souvenir devienne réalité. Il faut non seulement qu'ils se sentent juifs, mais qu'ils le soient en toute conscience, en toute certitude. Il faut que nous leur enseignions par l'exemple de la maison ce qu'est une vie juive, que nous leur en apprenions la profonde signification. Il faut qu'ils connaissent leur histoire à eux. Il faut qu'ils sachent puiser l'amour du judaïsme aux sources les plus authentiques, dans notre Torah, dans nos écrits saints. Il faut qu'ils puissent ne jamais rougir de leur père, de nous-mêmes. On a donc un appel à la fierté. Un appel à la fierté d'être juif parmi les non-juifs. D'être fier d'être juif malgré des courants idéologiques puissants qui abondent dans leur monde. Et voilà. Donc on a fait un tout petit tour de leurs racines, de leurs idées,
de leur foi. J'espère que nous avons réussi un peu à comprendre la complexité de leur identité et de leur vision. René est le descendant, donc, comme nous avons dit, de Raoul, et le fils de Raoul, Samuel Hirschler, et de Bert Meyer. Et Raoul est un descendant d'une lignée de juifs en grande partie venant du comtat venessin. Une branche aussi vient de l'Est de l'Europe. Et il est, donc on en a parlé précédemment. Et son père, comme anecdote, était un juif peut-être un peu plus assimilé, on ne sait pas exactement. En tout cas, il était secrétaire d'Alexandre Dumas, donc on a des écrits de lui. Il était aussi musicien, il a écrit des morceaux de musique. Et on ne sait pas comment est-ce que Raoul est devenu rabbin, en tout cas, d'où il a eu cette vocation d'être rabbin, d'être ministre officiant, d'être attiré par le judaïsme. La seule chose qu'on sait, c'est que ses frères et sœurs se sont mariés pour la plupart avec des non-juifs. Donc il était quand même un peu exceptionnel à ce niveau-là. Et Berthe Meyer, nous avons moins d'informations sur elle. Elle est d'une famille elle est née en Lorraine, à Valenciennes. Ses ancêtres sont de l'Est de la France. Et elle finira sa vie à Paris. Après, donc, elle partira de Marseille à Paris, puisque René naît à Marseille. Mais nous verrons tout de suite que René quitte Marseille tôt pour aller à Paris. Du côté de Simone, Simone vient de famille juive de l'Est de la France. Du côté de sa mère, Berthe Mamie, que nous appelons dans la famille Mamie. Et c'est une famille qui vient de Lorraine. Une famille aisée, avec un haut niveau socio-culturel, des banquiers, des hommes d'affaires. Et Simone est élevée en conséquence. Et du côté de son père, c'est l'Alsace. C'est Mulhouse. Et bien entendu, donc, la rencontre de Simone et René se fera à Mulhouse, puisque elle sera en fait au début l'élève, la disciple de ce jeune rabbin, avec beaucoup de charme, qui débarque à Mulhouse. Et elle, par contre, elle se démarque de sa famille. Sa famille était traditionnelle. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à la maison. Je ne pense pas qu'ils ont fait toutes les mitzvot. Mais en tout cas, elle se rapproche beaucoup du judaïsme. Est-ce que c'est uniquement à cause de René? Est-ce que ça a commencé avant? On ne le saura sans doute pas. Mais il est sûr que René a une influence très importante sur son cheminement à elle. Donc, où est-ce qu'ils croient tous les deux? Donc, René croit à Marseille. Il est né à Marseille. Son père est le ministre officiant il me semble, de la grande synagogue de l'avenue de Breteuil à Marseille. Peut-être que maman me corrigera après. Peut-être qu'il y a d'autres synagogues plus grandes. Donc, il est là. Il est à Marseille. Il est avec son père. Et il est influencé, comme nous avons dit, il est influencé beaucoup par son père, par la fonction de son père, le rôle, le modèle de son père. Et ce qui est important avec cette synagogue, c'est que par les hasards des pérégrinations et de la guerre, René et Simone, la famille Hirschler, va revenir à Marseille
en 42, si je ne me trompe. Et René reviendra à la synagogue de Marseille et ira prier à la synagogue de Marseille. Donc, il avait quitté depuis 30 ans, depuis 26-30 ans. Et de son côté, voilà, de ce côté, Simone grandit à Mulhouse. Maman raconte qu'elle se souvient qu'elle allait avec son grand-père, Paul Lévy, à la synagogue de Mulhouse. Et cette communauté qui donc va être prise en charge par René, une communauté ancienne, avec des traditions propres, avec une histoire propre. Et René qui débarque, qui est provençal et parisien d'adoption, va s'adapter et va aimer cette communauté quand il arrivera. L'épanouissement, et là je vais parler surtout de René parce que on a beaucoup moins de données sur les débuts de la vie de Simone. Et René, d'après ce que maman dit, elle se rappelle qu'il lui a dit qu'il est parti à Paris à l'âge de 9 ans. L'âge de 9 ans, c'est-à-dire pour l'école rabbinique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'âge de 9 ans, l'école rabbinique? Je ne sais pas très bien. Est-ce qu'il y avait une classe de préparation à l'école rabbinique en 6e, ou bien est-ce qu'il a été dans un lycée à côté et qu'il avait des cours à l'école rabbinique de judaïsme? Je ne sais pas. En tout état de choses, bien entendu, il s'agit d'une date historique, puisque s'il a commencé l'année scolaire à 9 ans à Paris, c'est-à-dire donc à la rentrée de 1914, c'est-à-dire nous sommes au tout début de la Première Guerre mondiale. Et il va donc vivre là-bas, vraisemblablement avec sa mère, puisque Raoul, le père, est mobilisé sur le front de l'Est. Et il est possible que c'était une des raisons qui sont partis à Paris pour être plus proche de Raoul quand Raoul part en permission. Enfin, tout ça, ce sont des hypothèses. Et toujours est-il que René va vivre en tant qu'enfant et adolescent la Première Guerre mondiale à Paris, avec la Grande Bertha, avec les bombardements. Ça va sûrement aussi avoir une influence sur l'attachement à la France, le patriotisme. Voilà, une photo de René à l'école rabbinique. Un bel homme, charmant. À gauche, c'est aussi une photo à l'école rabbinique. Et donc René est assis et un autre élève de l'école rabbinique lui pose la main sur la tête. Et sur la droite, encore une fois, René bien chic et bien habillé, sur fond de voiture d'époque des années 20, sans doute à Paris. Donc, René termine l'école rabbinique avec mention très bien. Dans l'univers israélite, il y a une petite notice. Il est donc jugé digne du titre de rabbin. Et il est nommé rabbin à Mulhouse en remplacement du rabbin Kaplan, qui était donc le titulaire du poste à Mulhouse, qui a été élu à Paris. Donc, il remplace le rabbin Kaplan à Mulhouse à l'âge de 23 ans. Et voilà. C'est peut-être des choses qui nous semblent aujourd'hui un peu extraordinaires, de prendre comme rabbin pour une communauté respectable et une grande communauté, un jeune homme de 23 ans
comme premier poste, sans expérience. Alors ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que la communauté n'était pas très regardante. Ça peut vouloir dire peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats. Et ça peut vouloir dire qu'il était exceptionnel et qu'il avait été remarqué par ses maîtres à l'école rabbinique comme personnalité exceptionnelle. Et donc, et peut-être qu'il y avait beaucoup d'autres candidats et qu'il a été en fait choisi en tant que rabbin du fait qu'il était exceptionnel. Il y a quelqu'un, si quelqu'un peut fermer son microphone parce qu'il y a un peu de bruit là. Quand René arrive, donc il a son idéologie en place. Il est très proche de son maître, le rabbin Libert, Maurice Libert. Nous verrons peut-être par la suite, dans les prochaines rencontres, un peu de correspondance. En tout cas, il prend conseil avec lui souvent pour des décisions dans le cadre de ses fonctions, avec beaucoup de déférence, avec beaucoup de respect. Et il a aussi beaucoup d'idées nouvelles sur l'idée de ce que c'est qu'un rabbin. Il va être très proche avec tout le monde. Il va être très ouvert, il va être très actif. On en parlera plus la prochaine fois. Mais je vais quand même parler de quelque chose de très important que j'ai déjà évoqué, c'est Kadima. Pourquoi est-ce que Kadima est très important? D'abord, c'est une nouveauté. C'est une revue très sérieuse, de très haute qualité, mais qui est écrite sur place par des collaborateurs alsaciens et par des collaborateurs de renom, même d'autres régions. Et Kadima a été fondée en collaboration entre René et Simone. Donc c'est la première fois qu'on a, bien avant leur mariage, et donc c'est la première fois qu'on voit déjà une action en commun du couple à venir. Et Simone a une colonne à elle qui s'appelle le coin de nos jeunes. Donc elle s'adresse particulièrement aux jeunes, aux enfants, à la jeunesse. Et en particulier, et elle signe ses articles Grande Sœur. Elle se fera remarquer en particulier par les contes qu'elle écrit, qui ont été recueillis par Alain, mon oncle Alain, donc, qui a fait un travail formidable. Je vous recommande de lire ce livre. Plus qu'il ne raconte des contes qui sont pris en grande partie du Midrash, plus on voit en fait la personnalité de l'écrivaine, la sensibilité, l'identification avec les victimes, avec les pauvres, comme nous l'avons vu au début de notre entretien. Et à part son travail de rabbin, René écrit beaucoup. René est attiré par l'histoire. René a peut-être sans doute fait des études d'histoire quand il était encore à Paris pendant l'école rabbinique. Et il recherche, il fait de la recherche sur sa nouvelle communauté, et donc il publie sa recherche sur les Juifs à Mulhouse. Il fait d'autres recherches historiques à ce moment-là. Et nous avons en main un manuscrit de 150 pages sur les Juifs de la période carolingienne, c'est comme ça qu'on dit, qui n'a pas été publié. Donc René a une grande attirance et une grande connaissance de l'histoire juive. Ces deux personnes donc se rencontrent, travaillent ensemble et s'aiment. Et donc 4 ans après l'arrivée de René
à Mulhouse, pardon, 3 ans, donc en 1932. Leur relation aboutit aux fiançailles et qui sont bien entendu publiées dans le carnet de la presse. Et voilà, nous avons donc une belle annonce sur le sympathique pasteur placé à la tête de cette communauté importante, qui est un des fleurons du judaïsme français et qui a su montrer dans ces 3 ans qu'il exerce son sacerdoce une activité remarquable. Et la jeune fiancée est également issue d'une famille honorablement connue. Voilà pour la famille Lévy. Et voilà pour le jeune rabbin René Hirschler. Alors, nous avons dans la famille une photo intéressante. C'est la photo des fiançailles. Cette photo est sur le mur de notre maison en Israël. Donc, nous voyons René et Simone. Le cadre, donc, c'est l'appartement des Lévy, des parents de Simone. Nous voyons ici mamie, Berthe Lévy, donc la maman de Simone, et à côté d'elle, debout, Paul Lévy. Paul avait une affaire de chiffon en gros pour la fabrication de papier. Et voilà, donc c'est important de comprendre, de voir le cadre, de voir dans quelle pièce il se trouve, dans une belle pièce, un bel appartement cossu à Mulhouse, de voir un peu la manière de s'habiller. Voilà, le rabbin et la fiancée du rabbin en 1932 en France. Et à côté d'eux, donc des proches, les 2 grands-mères, Palmyre, la grand-mère paternelle de Simone, et Berthe, donc nous avons parlé, la mère de René. Et sur la gauche, Rachel, la sœur de René, et sa fille Lilette et Raoul, petit garçon, donc Raoul, donc, qui est le papa d'Henri Jacques, qui est avec nous ce soir. Et le mariage sera célébré 1 an plus tard. Bon, j'ai malheureusement pas eu sous la main des photos du mariage qui doivent être encore à Paris. Mais on voit que le mariage, de manière un peu fatidique, est célébré 1 semaine exactement après la prise du pouvoir d'Hitler en Allemagne. Nous ne savons pas est-ce que cet événement a pris de la place à ce moment-là dans leurs pensées. Mais dès le début donc de leur mariage, le ciel commençait à se couvrir. Et nous verrons par la suite, bien entendu, que cet événement aura une influence dramatique sur la suite des événements. Voilà. Alors, je crois qu'on va terminer maintenant. Je vais ouvrir les microphones pour ceux qui veulent prendre la parole ou ajouter ou corriger sûrement beaucoup de choses que j'ai dit des bêtises. Alors, je vais voir comment je fais ça, comment je me... Alors, chacun peut ouvrir son microphone et voilà, et dire ce qu'il veut. Alain, tu veux peut-être dire quelque chose, ou maman, vous voulez ajouter ou...
Alain, tu veux prendre la parole? Attends, on t'entend pas. On t'entend pas. Ouvre le C'est pas toi, Annie, qui peux. Il n'a pas ouvert son micro. L'autre est ouvert. יואל, אתה עדיין יכול לפתוח מיקרו ולסגור לכולם, או תהפוך אותי להוסט ואני אעשה את זה. איך אני פותח של ה... Ce que je peux peut-être dire en attendant qu'Alain ouvre son micro, c'est que la dernière photo de famille dont tu parlais, il y avait aussi Henri, mon grand-père, qui était derrière Rachel et Lilette. Tout à un fait. Monsieur, voilà. Tout à fait. Et qui m'a donné mon prénom, entre autres. Ah, d'accord, d'accord. Alors, Alain, je crois que tu as ouvert ton micro, là. Oui, il y a du son. Non, non, pas pour l'instant. Bravo à toi, Joël, pour cet exposé. On m'entend, là? Oui, Oui, oui. D'accord. Natacha. Ah, je Natacha, on t'entend plus. On t'entendait, on t'entend plus. Ouvre ton micro. Non, non, je disais juste qu'on n'entendait pas très bien Alain et je voulais juste dire que merci Joël, merci à toi vraiment de faire ce super exposé qui va mettre, moi qui ai les souvenirs et l'histoire qui est confuse, alors ça me donne une ligne dire, ça me remet les choses en place de façon beaucoup plus claire et voilà. Merci. Alors, attendez, je voulais moi aussi remercier, j'ai oublié de le faire. Alors, je remercie maman, qui a été vraiment d'une grande aide, un grand témoignage, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions et surtout une mémoire incroyable, incroyable. Elle se rappelle de chaque adresse, les dizaines d'adresses qu'ils ont passées pendant la guerre, elle se rappelle de chaque adresse, le numéro, et de la rue, etc., etc. Et donc, on en reparlera. Et merci à Natacha. Donc, vraiment, tu m'as beaucoup aidé pour la documentation, les photos. Et merci à Alain pour ton travail de recherche, d'écriture. Tu as été le premier dans la famille à le faire, vraiment de manière sérieuse. Et merci à Michel Roté, je ne sais pas s'il est là. Je suis là. Ah, d'accord. Je vais juste vous raconter une petite anecdote de mon père avec le rabbin Hirschler. C'est qu'aux alentours de 1938, il est allé se présenter à un poste de travail dans une entreprise textile. Et quand il a dit au patron, qui était juif évidemment, qu'il ne voulait pas travailler Shabbat, alors le patron lui a dit c'est pas possible. Et en rentrant chez lui à la maison, il a croisé René Hirschler qui demande à mon père pourquoi tu tiens une tête comme ça. Il dit je viens de me présenter à un poste de travail et puis on m'a dit à cause de Shabbat c'est pas possible. René Hirschler lui a répondu t'en fais pas, je m'en occupe. C'était chez qui? Mon père a été pris la semaine d'après. Donc tu fais un peu partie de la famille, Michel, quoi. De l'histoire. Un mot, Joël. Oui. Un mot. Oui. Non, c'est pour Natacha. Tu me demandais, Natacha, tu m'entends, la photo où les bat mitzvah jeunes filles ressemblent à c'était la mode, à des premières communiantes chrétiennes. Voilà la photo. Tu m'avais parlé si j'avais cette photo, elle est là. Joël l'a mise. Je ne sais pas si tu la vois en bas de l'écran. Oui, ça c'est la photo, c'est chez Michel Roté. C'est Michel Roté qui a cette photo-là en arrière-plan. On en parlera la prochaine fois. C'est une photo très intéressante. On en parlera la prochaine fois. Non, c'était pour Natacha. Ève. Merci Alain. Je voudrais dire des petites choses et des plus grandes choses. J'essaierai d'être brève. D'abord, je suis profondément émue de cette heure qui vient de passer. Et d'abord, un truc qui m'a sauté aux yeux, et je ne sais pas si peut-être toi, Joël, tu es trop proche pour le voir, mais c'est de voir la ressemblance physique entre ton arrière-grand-père et ton grand-père,
et ton grand-père et toi. Ça m'a frappé. Et j'ai retrouvé aussi Jocelyne. Tout d'un coup, dans le regard, Jocelyne m'a sauté aux yeux. Et ça m'a beaucoup ému de revoir des traits comme ça, tellement vivants. Et Ève, je veux juste te dire, regarde un peu Manu. Manu ressemble beaucoup à René. Et à Je ne Jocelyne. vois pas Manu. Manu, c'est celui qui ressemble le plus. Ça, il y a pas Oui, de c'est discussion. celui qui ressemble le plus à René. Je vais le chercher. Ouais, ok. Et autre chose qui m'a sauté aux yeux, c'est l'écriture de Myriam qui ressemble tellement à l'écriture de sa maman. Il y a un truc, on voit que ça passe comme ça de l'une à l'autre. Il y avait un tout petit billet de Simone Hirschler et une lettre qu'elle écrivait à papa. Et comme j'ai relu récemment des cartes de Myriam, waouh, ça m'a sauté aux yeux. Ça, c'était pour la petite histoire. Tu es d'accord avec moi, Myriam? Tout à fait. Elle Bon. m'entend? Tout à fait. J'ai Merci. remarqué ça depuis longtemps. Moi, il m'a fallu arriver ce soir. Maintenant, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, et touchée à tout point de vue, pas seulement émotivement, mais aussi rationnellement, c'est à travers René Hirschler, de retrouver mon père et dans un certain sens, me réconcilier un petit peu avec lui. Parce que Joël, tu le décris de façon beaucoup plus neutre et beaucoup plus… Enfin, tu n'as pas comment dirais-je, l'opposition. Je ne sais pas comment dire ça en français. Il y en a qui vont m'aider à traduire, que nous, on a en tant qu'enfants d'eux. Et avec le recul, d'abord, ça m'a permis de comprendre ton analyse historique, sociologique, m'a permis beaucoup, beaucoup mieux de comprendre des choses vis-à-vis desquelles j'étais beaucoup plus, je jugeais avec beaucoup plus, j'ai un jugement beaucoup plus critique et cynique. Et tu m'as permis là vraiment tu m'as ouvert les yeux. Et je dis, c'est quand même j'approche 70 ans et que c'est maintenant que j'ouvre les yeux, mais mieux vaut tard que jamais. Mais c'est bon, je pense que je vais encore, on va encore en reparler. Et il y a encore une chose, la troisième chose que je veux dire, c'est que ce soir, Emmanuel et Élie me manquent énormément. C'est tellement dommage qu'ils n'aient pas entendu ce que tu racontes. Bien sûr. Voilà. Oui, Ève, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'y ai pensé beaucoup aujourd'hui. On a tous quand même on a connu en fait cette idéologie essentiellement par ton père, pour qui c'était vraiment quelque chose de très vivant et très conscient. Et vraiment, on a tous été un tout petit peu condescendants, comment est-ce qu'on dit en français? Oui. C'est-à-dire qu'on a quand même eu tous une petite attitude disons, bon, le pauvre, il n'a pas vu la lumière. Il n'a pas vu la vérité, hein, quelque chose comme ça. Et c'est un fossile, quoi, d'accord? C'est un nez, non? Oui, un dinosaure. Et aujourd'hui, quand j'ai refait le travail un peu d'analyse, j'ai eu le même sentiment que toi. C'est une sorte de… Je l'ai mieux compris, oncle Robert. Oui. Mais tu l'as bien compris. Comment? Comme petit-fils, tu l'as vraiment très bien compris, Joël. Il s'est exprimé avec toi bien plus qu'avec d'autres petits-enfants. C'est triste de le dire, mais c'est comme ça. Et tu en as bénéficié. Moi, je me souviens des mercredis soirs que tu as passé pendant toute ta jeunesse, toute ta vie d'étudiant avec ton grand-père. Et c'était très bien. Au niveau personnel, ça a été une relation extraordinaire. Mais je crois que pour moi, c'était une énigme, comme je crois que, en tout cas pour papa, c'était une énigme quand on en parlait, pour Natacha. Pour papa, oui, mais pour toi, ça n'a plus… Un instant. Ce que je veux dire, ce qui était pour moi une énigme, c'était l'attachement d'oncle Robert à la France, malgré la Shoah, malgré ce qui s'était passé. Pour moi, c'est resté une énigme. Cet amour inconditionnel, et je crois que par les documents qu'on a vus ce soir, on peut peut-être un peu mieux comprendre, si tu veux, l'amalgame qu'il y avait entre l'amour pour la France et l'amour pour le judaïsme. Ce n'était pas deux choses différentes, c'était une chose. Quoi. Et tu t'es toujours moqué de mon amour pour la France, mais c'est exactement le même ressort. Mais toi, c'est pareil, tu es la même chose. Toi.
Je suis dans la lignée, moi. Si je peux dire que maman a parlé, mais elle était en mute, et quand tu as parlé de tout ça, de grand-père, maman a dit moi aussi, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je crois que maman aussi, elle a reçu son attachement pour la France de cet environnement-là, et elle l'a tété au sein de sa mère, et on voit les résultats aujourd'hui, ça continue à être militant. C'est encore pire. Sylvie, ouvre ton micro. J'ai ouvert. Bon, je suis aussi très, très émue. D'abord, je voulais dire, Joël, que tu es un Français, mais alors, je tire mon chapeau, un Français universitaire, Wow. et aussi tout ton travail de documentation, c'est absolument extraordinaire. Maintenant, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Ève, alors je passe pour ne pas répéter, mais à propos de ce qu'on vient de dire maintenant, à propos de ce que tu nous as aidé à comprendre, l'appartenance, pas seulement le patriotisme, c'est plus l'appartenance à la France. Et comme pour nous, Eva dit, pour nous aussi c'est très dur, on a toujours été en révolte contre notre père, et tu nous as aidés, mais je t'en supplie, on a besoin de ça pour tes enfants et nos enfants. Je veux pas dire qui c'est. Parce que eux, ils sont, mais alors, si pour moi j'arrive un peu à comprendre, eux, ils sont à 10 millions de lieux, c'est complètement dingue. Il va falloir qu'on fasse ça en hébreu quand même. D'accord, je crois que c'est important aussi, oui. Parce que ils sont vraiment trop loin de ça. Ouais. Quelque chose que je n'ai pas dit, je consacrerai un bout de notre prochaine rencontre à la relation entre les Sommer et les Hirschler, parce que ça doit être, c'est un chapitre à part et c'est un chapitre très important. Et comme, encore une fois, on est avec les Sommer ce soir, donc noblesse oblige. C'est grâce aux Sommer qu'on fait ça, parce que je ne suis pas sûr que je l'aurais fait sans Rose. Grâce à la Corona. Oui, c'est grâce à la Corona. Donc, je veux le dire déjà que je voudrais en parler à part entière de cette... ça a été une relation extrêmement importante, vraiment pour les deux côtés. Je veux juste dire que toujours, je me rappelle quand oncle Robert évoquait les Hirschler en général et Simone en particulier, il avait toujours les yeux pleins de larmes. Toujours, jusqu'au bout. Donc, ça a quand même été une relation extrêmement particulière. Je l'affirme tout à fait. Et ce que tu dis, moi, j'ai un souvenir. Les enfants n'aiment jamais voir leurs parents pleurer ou larmoyer. C'est une chose très dure pour des enfants de voir les parents dans cet état-là. Et ce n'est pas seulement avec toi, Joël, qui a vu ça. Moi, je me souviens très bien que quand il commençait à parler des Hirschler, ça n'arrivait pas souvent, mais je me souviens une fois dans le métro, sa voix, il craquait. Et ça, j'en ai tout à fait souvenir. Il y a beaucoup. Christian, est-ce que je peux dire deux mots? Bien sûr. Intéressant. Attends, Christian, rappelle-nous encore une fois quel est ton lien. Pardon? Moi, mon lien. La relation entre les orthodoxes. Joël, oui. Est-ce qu'on peut fermer les micros parce qu'il y a des bruits voilà. Oui, alors que si vous pouvez fermer ceux qui ne parlent pas, qui ferment leur micro, comme ça sera plus facile. אתה גם יכול לעשות את זה. לא, אני לא מצליח, ציפי. זה הבעיה. אנסטו, לך לרשימה של מה שכתוב participant. D'accord, je l'ai fait, d'accord, ok. Pardon. Christian, maintenant ouvre ton micro. Voilà. Joël, oui. Je vais ajouter une anecdote. Ah non, après. Après, je vais faire. Christian, qui parle maintenant? Ah, Jean-Pierre? Oui. Une anecdote qui a un fond historique intéressant. La candidature du rabbin René Schler n'était pas évidente. Il y avait d'autres candidats. Or, à Mulhouse,
se trouvait mon arrière-grand-père, le docteur Meyer, qui avait une grande influence dans la communauté. Mais, comme chacun sait certainement, il faisait partie de la communauté orthodoxe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait de bonnes relations entre justement cette communauté orthodoxe de Mulhouse et le consistoire. De manière générale, c'était la politique de la famille. Les Klein aussi. Il tenait à avoir un représentant de la famille au consistoire pour montrer qu'il n'y a pas de rupture entre les deux. Il y avait un autre candidat, beaucoup plus connu que René Hichler, qui était un très jeune rabbin, tout frais et moulu. Ce candidat a demandé à mon arrière-grand-père donc de l'aider et il a pris sa calèche, il a fait sa tournée, ils ont fait la tournée ensemble. Au retour de cette tournée, mon arrière-grand-père a décidé qu'il ne convient absolument pas pour certaines raisons que je ne détaillerai pas. Toujours est-il qu'il a apporté donc son soutien à René Hichler, qui n'était pas très connu à l'époque, et René Hichler donc a gagné sa candidature. Voilà, c'était une petite anecdote. Super. Merci. Alors, Joël, je me présente? Ouais, représente-toi. Alors, Christian, donc ma mère, c'est Paul Wilhelm, mais qui est la sœur de Max, qui était autour de la table dans notre conversation. Donc, c'est la fille d'André Fortin, d'André et Jean Fortin, mon grand-père, et elle est née Crémieux. Donc, c'est le lien le plus direct qu'on puisse avoir. Attends, toi, tu t'appelles... Attends, ta mère... Christian. Ta mère, c'est... Paul. D'accord. Et alors, Wilhelm, comme Guillaume en allemand. D'accord. Voilà. D'accord, Paul Fortin. D'accord. Voilà. Et en plus, elle a très bien connu René parce que quand son père étant officier, était à l'école de guerre souvent à Paris avant-guerre, et René venait partager la table familiale. Voilà. Et puis, puisque nous habitons Strasbourg depuis très très longtemps, René est très proche pour nous tous de toute ma vie. J'ai entendu parler de lui. Je me promène dans Strasbourg, je pense à lui et à vous tous. Voilà. Alors, autrement, un petit point important, puisque je sais que la prochaine conférence sera autour de la période où justement René était grand rabbin à Strasbourg. Et j'ai rencontré je suis très ami avec René Gutmann, qui a été grand rabbin à Strasbourg. Et d'ailleurs, Alain le connaît, puisqu'il l'a vu souvent Alain, tu l'as vu souvent quand tu es venu à Strasbourg. Et il a beaucoup travaillé, il a repris ce dossier, on en a parlé beaucoup ensemble. Il a une correspondance très intéressante sur tout ce qui s'est passé. Et je crois que ce serait intéressant que tu le rencontres en préparant la prochaine conférence ou peut-être même l'inviter à faire un petit témoignage. Bien sûr. Alors, Christian, si tu peux m'envoyer tes coordonnées. Je vais t'envoyer ça. Envoie-moi tes coordonnées sur le chat. Là, maintenant, je ne suis pas sûr que je sois capable de... Okay. Alors, je vais te l'envoyer. Je demande à Arlette de m'aider s'il le faut pour te. D'accord. Arlette a mon mail. Je lui ai envoyé un mail aujourd'hui, donc elle a mon mail. Voilà. Je vais passer par Arlette. Hein, voilà. D'accord, très bien. Et René Gutmann, tu habites où? Tu habites où? Oui. Toi, tu habites où? On habite dans le nord d'Israël. René Gutmann habite à Jérusalem, non? Parce que René maintenant René Gutmann est maintenant à Jérusalem. Jérusalem, oui, c'est ça. Vous pouvez le rencontrer très facilement. Je peux vous donner son numéro. Oui, Michel, envoie-le-moi, s'il te plaît. Voilà. Je suis en train de le faire. Tu l'as?
Voilà. Alors Christian, nous avons notre fille qui habite Strasbourg et j'aimerais bien qu'à l'occasion, on puisse se voir à Strasbourg. Donc, j'essayerai de récupérer tes coordonnées. Mais par quel Joël. plaisir! Formidable! Formidable. Tu m'envoies, vous me l'avez m'envoyé ses coordonnées. Elle s'appelle comment? Notre fille, elle s'appelle Avi et Guy, mais nous, on aimerait bien déjà te rencontrer parce que j'ai tellement entendu parler de tes parents par mes parents que bon, j'aimerais bien te rencontrer. Alors toi, attends, ton nom, c'est de famille, c'est? Alors c'est Henrion, mais c'est le nom de résistance de mon père. Magnifique. En fait, ma grand-mère maternelle était la sœur de René, Rachel. Ah oui, mais d'accord, bien sûr. Et les Crémieux, j'en ai entendu. Et il y a une partie de la famille, effectivement, qui est Crémieux. Bon, ben alors, on se voit, mais tu viens à Strasbourg de temps en temps? Oui. Alors, pas trop en ce moment, parce qu'on est un peu confinés. Mais je te ferai signe dès que tu habites où? À Paris? Je suis à Paris. Ah, ben voilà, on va se voir à Strasbourg ou à Paris. D'accord. Alors, je voulais dire aussi à Ève et Sylvie. Merci à tous. J'ai éprouvé la même chose qu'elle, même si Robert, pour moi, j'ai connu Robert chez Myriam et Michou, et il m'a beaucoup impressionné quand j'étais beaucoup plus jeune. Et ce qu'a dit Joël ce soir m'a beaucoup aidé à mieux comprendre qui était Robert et pourquoi il réagissait comme ça. Eh bien, tant mieux. Formidable. Et Michel, attends, Michel va encore dire quelque chose, peut-être? Tu veux peut-être rajouter quelque chose sur les choses qui ont été dites? Et moi? Ouais. Non, ça y est. Bon, tu auras sûrement plus de choses à dire la prochaine fois parce qu'on va parler plus de Mulhouse. Ok. Maman, tu veux dire quelque chose, des choses que tu voudrais rajouter? Et maintenant. Tu m'entends, Joël? Oui. Bon, non, il y a des petits détails qu'on verra ça en privé. Pas la peine de te dire ça en public. Je vais me faire engueuler. Non, mais tous les petits détails j'ai noté tout ce qu'il faut que tu rectifies, c'est tout. Joël, ne t'inquiète pas, c'est des petits détails. Par exemple, notre grand-mère, à Raoul et à moi, n'est pas morte à Paris, comme tu l'as dit, elle est morte à Villeneuve-sur-Lot. En janvier. Non, j'ai dit que ton grand-père était mort à Paris. Raoul est mort à Paris en 23. Les grand-mères, tu as pu te tromper. D'accord. Raoul, bien sûr. Joël, tu m'entends? Oui. Joël, tu m'entends? Oui. Tu m'entends, Joël? Oui. Oui, non, parce que quand tu m'as donné la parole après ton exposé, je n'avais pas le son. Tu n'avais pas le son. Je t'entendais. Alors, j'ai dit sans que tu entendes que je n'avais pour l'instant pas grand-chose à dire, mais que je te félicitais pour ton exposé qui était approfondi et bravo. Et je disais bravo pour tes actes de mémoire, comme j'ai pu modestement le faire moi aussi de mon côté, et que c'est très important de continuer la chaîne de ce travail de mémoire historique concernant les personnes importantes de la famille et toutes les personnes de la famille. Oui, je te disais bravo pour ton travail. Merci. Joël, oui. Tu nous envoies l'enregistrement, s'il te plaît? Oui, je vous envoie l'enregistrement. Et alors, donc, Rose, on se revoit dans 2 semaines, c'est ça? Exact. Moi, je veux dire encore une petite chose, c'est que je suis très heureuse, très touchée de rencontrer Alain, que je n'ai pas vu depuis je ne sais pas combien d'années. On a eu un petit échange 2 fois à la suite des livres qu'il a publiés. On a échangé des mails, mais c'est tout.
et de rencontrer Manu, qui bien qu'il habite en Israël, on ne s'est pas vu aussi depuis une paille. Et Anne, je ne l'ai vraiment pas rencontrée depuis si longtemps et ça, waouh, c'est chouette de se retrouver. De se retrouver, même si c'est que dans des petits carreaux, des petites fenêtres assez... Mais on se voit, c'est quand même sentir qu'on est ensemble et ça a de l'importance. Cécile, tu veux parler? Cécile, il faut... enlève le micro. Ok, m'entendez? Oui. Anne, je suis contente de te voir. C'est le plaisir. Nous aussi, on est très contents de vous voir. De revoir Alain, de voir Anne. Nous aussi, on est très contents de vous voir tous, vraiment. Ah, sympa de vous voir, Merav, Shalom. Très plaisir, vraiment. Je crois que Joël, tu as fait, si on peut dire, un immense plaisir à tes grands-parents. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que 70 ans après leur mort, tu parleras avec ton affection d'eux. Oui, très beau, très belle histoire. Je suis sûre. Vraiment. Oui, c'est effectivement quelque chose, c'est effectivement un mystère. Tu les as fait un peu revivre. Non, mais c'est effectivement un mystère. On parle de ça avec Natacha beaucoup. C'est finalement comment est-ce que tu peux aimer des gens que tu n'as jamais connus, quoi. Et je crois qu'on les aime sans les avoir jamais connus. Et c'est ça. Je crois que c'est ça le Nifkadim Nochachim. C'est absolument. C'est vraiment ça, je crois. C'est grâce à vos parents qui sont restés toujours vivants dans votre mémoire. Oui, je crois. Bon, ça c'est quand même vraiment, je crois que c'est quand même en grande partie grâce à maman. Absolument. Qui a vraiment, qui nous a permis vraiment de les connaître de manière très intime, grâce à sa sensibilité et puis sa mémoire d'éléphant. Absolument, absolument. Et de même du côté Oppenheimer. Comme on a pu participer avec toute la famille, avec Ruth, évidemment, c'est formidable ce que vous avez fait quand même. Et ça continue d'ailleurs. Du côté Oppenheimer, c'est dingue ce qui se passe. C'est formidable. Il y a une recherche qui se fait maintenant de... J'ai retrouvé aujourd'hui une lettre que Michou a écrite à Ernst ou à Werner en 1945. J'ai fait ma bar mitzvah la semaine dernière. Et je suis le premier de ma classe. C'est touchant. Incroyable. Ça, il nous a jamais raconté qu'il était premier de la classe. Oui, parce qu'il est très modeste. Il dit que c'était un accident. Oui. Quoi? Le maître s'est trompé, il s'est trompé de copie. Premier parent. Et une écriture incroyable. Cécile, comment tu es ce genre de lettre? Je ne sais pas d'où je l'ai. Je sais d'où tu l'as eu. On l'avait fait passer quand on était en Angleterre il y a 2 ou 3 ans. Quand on était chez Ruth. Quelle belle lettre. Vous avez fait passer à la famille. Premier de la classe. יואל, אתה יכול להפסיק את הצילום. אוקיי. Joël,